on va inviter en fait Sophie Paquin, qui est professeure à l'UQAM et urbaniste. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Super. Bah alors Sophie, je vous décris brièvement et on y va sur la présentation aussi. Alors, ça vous va? Oui. Super. Bah alors, Sophie, vous êtes PhD et professeure à l'Université du Québec à Montréal et membre de l'Ordre des urbanismes du Québec. Vous avez travaillé en fait pendant plusieurs années à la Direction de santé publique de Montréal afin d'y développer une approche d'urbanisme favorable à la santé. Vous avez écrit en fait plusieurs guides de bonnes pratiques, de même que des articles scientifiques sur l'aménagement des villes, la santé et la prévention de la violence envers les femmes dans les lieux publics. Sophie, c'est à vous. Parfait, je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler un peu je vais essayer, tenter de sortir un peu du cadre habituel. Donc, tout à l'heure, Claudel a parlé de l'approche des déterminants sociaux de la santé, d'une forme systémique de conception de la santé. Évidemment, je m'inscris dans dans ce courant théorique-là. Et ce que je voulais vous montrer par ça, donc, je n'irai pas en détail parce qu'on en a brièvement parlé, mais on a très souvent tendance à parler de transport, de mode de transport et d'aménagement du territoire. Mais moi, par ce modèle-là systémique, je veux vous amener à différents milieux de vie, de lieux d'emploi, de parler aussi de l'urgence climatique, puis aussi du système global dans lequel nous nous inscrivons. Donc, je vais tenter là, par 4 enjeux que j'ai définis. Mais en premier temps, je me demandais, bon, en termes de gestion de la croissance, et quand on regarde les grandes orientations d'aménagement de 1994 du gouvernement, puis de 95 par la suite, on a déjà la gestion de la croissance. Mais ça a l'air qu'on n'a pas réussi à bien la comprendre parce que 20, 30 ans plus tard, on est encore à se poser la question, est-ce que nous avons perdu la lutte à l'étalement urbain? Donc, moi, ma question, je me dis, bien, avec la pandémie en ce moment où on a vraiment vu l'importance de logement qui était plus grand pour accommoder les ménages dans le télétravail. Et on voit en ce moment, juste en regardant un peu les journaux, comment la question de l'abordabilité n'est pas juste une bombe à retardement, mais elle est en train présentement d'exploser. Donc, il y a des conséquences sur la santé physique et mentale importantes de justement de l'abordabilité des logements. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est qu'il faut se poser la question où vont aller se localiser tous ces ménages-là. Historiquement, ben, les pouvoirs publics ont laissé aux promoteurs privés le soin d'être des producteurs d'habitation, puis ont pensé d'une façon, je vais être un peu peut-être éditoriale, mais un peu magique, à l'autorégulation du marché. On le voit que ça, l'autorégulation du marché, ce n'est pas toujours une autorégulation qui fonctionne pour le bien collectif. Et finalement, bien, on a beaucoup investi en ce moment, on investit en ce moment dans le transport collectif à haute capacité pour desservir la périphérie là, des villes centrales. Dans un premier temps, on peut trouver c'est excellent, mais si on réfléchit un petit peu plus loin, on peut se demander est-ce que ce ne sera pas justement des vecteurs à une poursuite de l'étalement urbain? Donc, comment peut-on s'assurer que l'étalement urbain soit endigué ou est-ce que, premièrement, l'étalement urbain vers la périphérie, c'est un problème? Alors ça, c'est une grande question. Moi, ce que je veux vous parler, c'est dans cette continuité-là, c'est qu'il y aurait comme 4 enjeux fondamentaux que je vois liés à la gestion de la croissance, à la compréhension qu'on a là, de notre aménagement dans une perspective de santé. Premièrement, bien, il y a les lieux d'emploi. Donc, il y a l'habitation, la question du transport et des déplacements actifs principalement, et aussi un nouvel élément qu'on voit rarement dans le domaine de la santé, mais pourtant, je vous rappelle que le ministère de la Santé a été un des premiers à se doter d'une politique d'analyse différenciée selon les sexes que on n'a pas nécessairement beaucoup vu appliquer. Mais je vais vous montrer tout à l'heure que ça peut être un levier pour réfléchir à la santé. Donc, quand on parle de lieu d'emploi, bien évidemment, hein, le revenu, d'avoir un travail, c'est un déterminant important de la santé. Et je parle qu'en lieu d'emploi, bien, où ils vont se localiser nos activités économiques. Alors oui, on veut des corridors et des pôles d'emploi bien desservis par le transport collectif. Là, je viens de voir, j'ai une petite faute à corridor, désolée. Et ça, bien, une fois, ça, c'est une bonne pratique. Mais comment ça se concrétise dans les faits? Bien, quand on regarde encore nos développements urbains, bien, on voit que les corridors et les pôles d'emploi bien desservis par le TC, ce n'est pas nécessairement bien arrimé, bien intégré dans les pratiques. Puis, post-pandémie, qu'est-ce qu'il en sera?
on ne le sait pas. Les TOD, souvent les TOD, c'est essentiellement des lieux où il y a un petit peu de commerce puis beaucoup de résidentiel. Mais à quand allons-nous voir en périphérie des TOD multifonctionnels avec une forte présence d'emploi? Si justement pour des raisons d'abordabilité du logement, les gens vont plus en périphérie où c'est théoriquement moins cher. Puis je dis théoriquement parce que c'est pas tout à fait vrai compte tenu que c'est des constructions neuves. Même le locatif est assez onéreux. Bien, est-ce qu'on peut avoir des lieux où il y a vraiment de l'emploi et où c'est accessible en transport collectif avec une bonne offre de services? Et on voit aussi qu'il y a un lien entre aménagement et transport collectif, évidemment. Et à ça, on ajoute aussi l'importance d'avoir la disponibilité des places d'affaires et leur abordabilité aussi. On est dans une économie où les PME sont des moteurs économiques importants au Québec. Bien, les places d'affaires, ce n'est pas nécessairement juste dans le centre-ville ou dans les hautes tours. Il faut peut-être penser à un intermédiaire entre le petit bureau dans la maison et la haute tour avec une surface de plancher extrêmement importante. Bien, il y a des places d'affaires qui ont besoin d'être facilement accessibles, disponibles et abordables. Et souvent, ces places d'affaires-là, qui ont ces caractéristiques-là, bien, sont en train d'être requalifiées dans du résidentiel, dans des activités économiques qui sont plus rentables pour les promoteurs. Donc là, il y a un enjeu. Est-ce qu'on a encore des endroits pour faire de la business à proximité de nos domiciles? Donc, il y a un enjeu pour renforcer la question des lieux d'activité économique dans les instruments d'urbanisme. Maintenant, l'habitation. L'habitation, moi, je vous dirais que, dans tout cas, de ma perspective d'urbaniste et qui a travaillé un peu en santé et dans le développement social urbain, l'habitation, c'est la clé à beaucoup de problèmes sociaux, à beaucoup d'enjeux de santé, que ce soit des enjeux pour la lutte à la faim, au niveau même de l'activité physique, un mode de vie physiquement actif. Donc, la question de l'habitation, je pense que ça va être quelque chose, là, un enjeu extrêmement important. Alors, c'est la question évidemment de l'abordabilité pour l'accès à la propriété, mais l'abordabilité aussi pour le locatif. Pendant un certain temps, on se dit, ah, bon, on va construire en ville centrale, ça va être un petit peu plus petit, mais les gens n'auront pas besoin d'auto, ils vont être bien localisés. On le voit en contexte de pandémie, les petits logements, là, ça doit être bien localisé, mais malheureusement, ça ne convient plus aux besoins. Donc, il faut à une certaine grandeur. On a souvent vu aussi que quand les familles ont un enfant, ils restent encore en ville centrale, mais dès qu'ils en ont deux, ils s'en vont en banlieue. Pourquoi? Parce que dans les villes centrales, dans les quartiers centraux, péricentraux des villes, des 10 villes les plus importantes du Québec, bien, on n'offre pas une qualité d'habitation qui réponde aux besoins de ce type de ménage-là. On a aussi l'idée dans l'habitation, un autre enjeu, c'est d'avoir une offre variée, mais sortir aussi du modèle dominant. Hein, qu'en ce moment où on a un promoteur ou des promoteurs qui vont faire un certain lot d'habitation. Donc, il y a toutes sortes de modèles d'habitation, que ce soit du cohabitat, de la coopérative d'habitation, des mini-maisons, des projets de logement où on va réduire ou limiter la possibilité de gain en capital pour avoir une abordabilité qui va se perpétuer pour les 10-20 prochaines années en permettant aux ménages de vendre leur maison, mais pas en faisant un profit qui va faire en sorte que les autres ménages ne pourront pas y accéder. Donc, il y a toutes sortes d'options possibles. Alors, il faut sortir du modèle dominant. Et aussi, évidemment, continuer à penser à des milieux de vie complets. Alors, l'habitation, c'est à continuer à développer dans les instruments d'urbanisme. Les déplacements actifs, bien évidemment, le transport, vous le savez, hein, c'est fondamental. C'est lié à l'aménagement du territoire avec la question de la mixité des fonctions. Il y a une question qu'on a commencé à aborder, mais qui aurait vraiment besoin de débat de fond, c'est le stationnement. Et le stationnement, oui, peut-être pour les vélos, il en faut plus, mais le stationnement, l'offre de stationnement pour les automobiles, dans tous les pôles d'emploi, dans tous les pôles commerciaux, le stationnement non tarifé principalement en banlieue, en périphérie, c'est un enjeu. Mais le stationnement aussi autour de l'ensemble des bâtiments qui font en sorte que pour les piétons et les cyclistes, ils doivent traverser, ils partent de la chaussée, puis ils doivent traverser tout un stationnement pour se rendre au lieu d'activité où ils veulent aller. Ça aussi, c'est un enjeu, avec pas de lieu dédié au transport actif comme tel. Donc, ça m'amène à l'idée que oui, il faut des infrastructures fonctionnelles, sécuritaires, conviviales, et il faut fort possiblement se doter de politiques spécifiques dans les villes et peut-être orientées par une politique, une stratégie nationale, justement pour accroître la possibilité de déplacement actif dans les instruments d'urbanisme.
Et finalement, quand je vous parlais de l'approche différenciée selon les sexes ou le genre, c'est pour vous, pour deux éléments. Il y a une issue des pays nordiques, donc des pays qui ont à peu près le même climat que nous, une approche qui s'est développée dans les années 90, puis après qui est devenue, il y en avait ça le mainstreaming là, dans les pays européens, c'est d'avoir justement, de considérer les effets, les impacts de nos décisions selon le genre. Et ça l'a amené à l'idée de se doter d'infrastructures en soutien à la vie quotidienne. Et ces infrastructures en soutien à la vie quotidienne-là, oui, bénéficient fort possiblement principalement aux femmes, mais bénéficie à l'ensemble de la population parce que c'est dans la vie quotidienne, c'est tout le monde, c'est pas juste les femmes qui existent dans la vie quotidienne, c'est évidemment tout le monde. Donc, en réfléchissant dans une perspective d'analyse différenciée selon les sexes, bien, ça nous permet de voir les impacts. Puis on le voit avec la pandémie, hein, il y a des impacts qui sont différenciés selon les genres. On l'a vu avec les mesures d'austérité et les mesures de relance par la suite au niveau du Québec dans les années 2010-2018. Les mesures d'austérité touchaient plus les femmes, puis les mesures de relance touchaient positivement plus les hommes. Donc, il faut se doter de données ventilées selon les sexes et de réfléchir en termes d'infrastructures en soutien à la vie quotidienne. Puis ça, c'est dans l'aménagement qu'on l'a, c'est dans le transport, mais c'est aussi dans les autres sphères que je vous ai mentionnées. Et ça, ben, c'est peu abordé dans nos instruments d'urbanisme, donc c'est à intégrer justement dans cette revision-là de notre stratégie, de nos orientations et de nos instruments d'urbanisme. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter pour le débat. Merci. Merci beaucoup, Sophie.